Salut, c'est John Rachid. Salut, c'est Elkim. Regardez l'interview sur Tarpin Bien et j'aurai pas cet accent de merde que j'arrive pas à imiter. Les cigares. John Rachid et Elkim, bonjour. Bonjour, j'adore le nom du média. C'est Tarpin. C'est Tarpin Bien. Tarpin Bien. Oh, Tarpin. Oh, arrête de marronner. Oh, c'est Tarpin Bien. Oh. Ça commence très très fort. Merci beaucoup les gars d'avoir accepté cette interview. Merci aussi à la FNAC pour avoir organisé cette interview. Grand plaisir. Vous sortez en tant que co-auteur cette bande dessinée. Alors je vais la montrer. J'adore ça. J'adore montrer comme ça. Ça fait très ça fait Ardisson, ouais. Exactement. On bouge pas pendant le jingle. Allez. Donc voilà, ça s'appelle Comme on peut. C'est une bande dessinée. Tu connais pas, t'es trop jeune, mais fais comme ça. Oui. T'inquiète, c'est pour les vieux. T'inquiète. Elkim, tu es l'illustrateur en fait ça, de cette BD. John Rachid, c'est l'auteur. On va peut-être commencer par toi. Comment tu es arrivé à dessiner finalement la vie, l'enfance de John Rachid? Ok, en fait, on était en contact parce que j'avais sorti une BD qui s'appelle Blédard sur scène chez Michel Lafon. Ouais. Et très bonne BD. Et puis notre éditrice Laetitia nous a mis en contact. Il cherchait un dessinateur, il galérait à en trouver un et finalement le contact s'est fait assez naturellement. Et puis il s'avère que même si on avait 10 ans d'écart, on a plein de références et plein de trucs qu'on partage, donc il y avait je voyais très bien ce qu'il voulait faire. Ouais. Et finalement il y a plein de trucs où en fait j'ai compris en fait ce qu'il voulait, les références qu'il avait, ce qu'il aimait quoi. Tu connaissais déjà John Rachid via ses vidéos, via sa chaîne Ouais, YouTube? en fait j'avais connu par J'ai pas mal au rap, Ouais, J'ai mal au évidemment. rap, plein d'autres trucs, etc. Et donc moi quand on m'a dit tu vas faire un truc pour John Rachid, bah ouais, grave. Et du coup dans le processus de création alors ça s'est passé comment? Il faut s'approprier la vie de quelqu'un d'autre? En fait je me suis mis moi-même en fait le foyer c'était quelque chose que je connaissais pas vraiment et du coup il fallait que je me mette dans la peau et d'un enfant qui vit en foyer. Et donc moi je lui demandais à chaque fois de me raconter des histoires, même des moments où il se passait rien du tout, et lui il m'envoyait des messages vocaux et il me disait, ou même on se parlait, on se voyait, il me racontait toutes ses histoires, toute sa vie, son enfance, ses éducateurs, ses potes. Il y a eu quand même un voyage où il est venu à Lyon pour voir mon foyer, là où j'ai grandi. Ouais. Ah oui, quand même. Un truc où il est venu s'imprégner un peu. Il fallait que je m'imprègne parce qu'en physiquement. gros le personnage que je dessinais, le personnage principal, bah c'était lui. Donc il fallait que je sois lui. Petit. Et lui petit. Et donc c'était très bizarre même on a une relation spéciale parce que lui c'est mon personnage en fait. Ouais. Et Non, Un moi, personnage petit, qui... Mais en fait, comme pour appui, je rebondis sur ce que disait Lenny. Pour appui, il avait quand même des documents vidéo. Il avait des petites vidéos que je lui envoyais de moi petit. Ouais. Il avait des photos. Il avait ce truc-là qu'on a fait, ce voyage qu'on a fait à Lyon et où on a eu la chance, comme par hasard, alors que moi tout seul j'y arrivais pas, de pouvoir rentrer dans mon foyer, de rentrer dans la chambre où j'ai grandi, de rentrer dans super. l'appartement où j'ai grandi, alors que ça fait peut-être 15-20 ans que je suis pas allé. Et on a eu la chance de faire tout ça comme si le destin nous disait t'inquiète pas, on va vous faciliter les choses. Ouais. Donc voilà, donc il s'est imprégné de tout ça. Et ce qui est dingue avec son travail, c'est qu'il a fait plus que juste redessiner mon enfance. Il a recréé l'ambiance, il a recréé les sentiments, et ça c'est le plus dur à faire. Ouais, s'approprier en fait C'est l'univers dingue. qui est... Moi j'ai l'impression c'est qu'il était avec quelqu'un nous en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il était avec nous, qu'il allait choper ça dans ma tête. Et il a fait, c'était ça. Et quand je lis le bouquin, je fais mais oui. C'est exactement ça. Évidemment, il y avait mes écrits sur lesquels il s'est basé, mais en fait, il a fait sa tambouille, et sa tambouille, c'est mes souvenirs, quoi. C'est dingue. Tu évoquais les vidéos, tu disais que tu lui envoyais des vidéos. Ça me Ouais. fait penser, il y a un truc, c'est une super bonne idée. À un moment, tu racontes dans la BD que tu tournes ta première vidéo, en fait, tu fais ton premier montage, et vous avez mis un petit QR code, en fait. C'est son idée. Voilà, avec le téléphone, on a accès à cette vidéo, et je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, on voit le truc en illustré et puis on comprend pas très bien à quoi ça correspond parce que forcément ce montage il veut pas dire grand chose, et après juste après on voit le truc et on dit ah ouais en fait c'est super, voilà ce que Ça j'ai c'est vu, son quoi. idée, ça vient de Blédard sur scène, son précédent bouquin où il faisait des QR codes, et quand il m'a proposé du QR code je fais mais frère c'est un livre, qu'est-ce que je veux mettre des QR codes ça. Et en vrai c'est une bête d'idée parce que ça authentifie le récit. Ouais. C'est attends, ce que je suis en train de lire ça existe vraiment. Ouais. Et là derrière t'as gagné quoi, tu fais ok c'est bon, on est sur la vérité quoi, et moi j'adore la vérité. Et puis même genre il y a un truc aussi, c'est que les gens se font une conception du personnage, ils ont leur imaginaire qui rentre en jeu, donc ils se disent ils s'imaginent le personnage comme ça, et faire ça fait du coup un peu un choc émotionnel, C'est vrai, genre ça fait en vrai. mode genre attends je suis en train de regarder un truc qui est vrai en fait, genre ça te fait en mode
ça te fait une rupture dans l'imaginaire, Complètement, dans ta propre conception du récit, quoi. D'ailleurs, ça se lit même en fait avec même le design du livre. En fait, c'est une cassette VHS et du coup, il y a ce côté que lui, il enregistre une cassette à la fin. Effectivement, tu parlais de VHS et tout ça. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de John Rashid. C'est vraiment ça, c'est l'univers très 90, pop culture, voilà, 90. pop culture, télé, dessin animé, tout ça. Et d'ailleurs, la BD, elle commence par ça. Alors toi, tu racontes ton enfance, c'est ça. Tu dis en gros, donc tu vivais dans une conciergerie et tu regardais la télé en fait en permanence, quoi, tout le temps, à tel point que du coup, tu dormais en fait en classe. Et en fait, c'est comme ça que tu t'es retrouvé en foyer, c'est ça? Regarde, est-ce que c'est pas ouf? Tu l'as lu le livre? Je Oui. fais que dormir dedans. Oui. Et là, qu'est-ce que j'ai fait avant de C'est venir? vrai, c'est vrai, j'osais pas en parler. Tu peux en parler avant de venir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi encore. Je me suis demandé si c'était la continuité. Ouais, c'est la ou- continuité de ma jeunesse. Ouais, moi la télé, c'est en fait comme j'avais rien d'autre pour m'échapper et comme j'étais dans une conciergerie où on avait rien d'autre, pas d'activité et tout, la seule activité qui m'aidait à m'évader, c'est la télé. Et du coup, j'étais H24 dessus, mais vraiment tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un vrai enfant de la télé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand par exemple je fais Vendredi tout est permis, je vais chez Arthur de temps en temps. Moi, c'est un kiff de gosse de faire ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est les émissions que je regardais quand j'étais petit, La Fureur, et aujourd'hui, je participe à ces émissions. Du coup, moi, c'est vraiment mon imaginaire, il se construisait avec cette télévision. Et il l'a bien retranscrit encore une fois dans le livre parce que on voit bien qu'il y a ça et les bandes dessinées, parce que je lisais beaucoup. C'est les seules fenêtres que j'avais sur le monde, quoi, au final, parce que sinon, chez moi, avec mes avec 4 murs et 5 personnes, il y a rien de ouf. Tu sais même toi pas très bien en tout cas comment les services sociaux ont été au courant de ça et comment ils sont Si, en arrivés vrai, chez toi. En vrai, je sais. Ouais. C'est ma voisine qui Ouais, était voilà, parce que assistante c'est ce que tu dis sociale. dans la BD, parce que tu as fait une vidéo pour en parler aussi. Ouais. Dans la vidéo, tu dis que tu sais pas trop, et dans la BD, tu dis que c'est quand ta voisine est venue chez toi. Ouais, parce qu'en fait, sa mère était assistante sociale à ma voisine. Et du coup, elle a commencé à dire que j'allais souvent chez eux. Et elle a commencé à dire aux services sociaux, ce serait bien quand même d'essayer de le placer ou de voir ce qu'on peut faire parce que c'est compliqué chez lui. Et du coup, je suis allé et voilà, ça m'a construit. Ça a permis de faire une BD aujourd'hui, sinon j'aurais jamais fait. Justement, on a voulu pas trop mettre des causes, des raisons. On a voulu garder quelque chose de flou et même même au niveau de tout ce qui est famille, etc. Et c'est un truc qui lui tenait à cœur. Oui. On parle pas trop de ça en fait. C'est-à-dire qu'on se concentre uniquement sur le rapport psychologique que lui il avait au foyer, plutôt que sur des raisons sociales, familiales et tout. En fait, on a voulu justement faire c'est plus un récit psychologique qu'un récit politique, social. Regardez. C'est complètement du point de vue de l'enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout, moi, je suis très pudique. Et du coup, parler d'un truc aussi impudique sans être sans trop dire, la seule solution c'est de survoler un peu de temps en temps, de survoler les causes, les effets et tout, etc. Parce que ça c'est un truc vraiment, moi dans la vie de tous les jours je raconte pas ma vie, je raconte pas ce que je fais, je raconte pas avec qui je suis, personne ne sait qui sont ma famille, ils les ont jamais vus en vidéo, en photo sur mes réseaux et ça n'arrivera jamais. Mais donc pour parler d'un truc aussi impudique en restant pudique, c'était cette solution de rester un petit peu sur le flou mais en même temps de raconter des choses. Ouais, parce que en fait ce qui ressort c'est que dans ce petit Mohamed là de la BD, il comprend pas ce qui se passe en fait. C'est un peu ça le truc, c'est qu'il subit un petit peu tout, quoi. Que ce soit finalement, et comme tout le monde, hein, la famille dans laquelle on grandit, et puis après le foyer. En fait, on a vraiment l'impression que voilà, il comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Et c'est ce qu'il a réussi à retranscrire, c'est que c'est vrai en fait. Pour de vrai, c'est ce qui s'est passé. C'est que moi je lui raconte, comme je l'ai écrit aussi. En vrai, moi je comprenais pas. Pour moi, c'est juste ma vie, elle était comme ça, et je subissais les décisions des adultes. Et c'est ce qu'il a réussi à mettre dans la BD, c'est que à chaque fois, je dépends de décisions d'adultes, que ce soit ma famille, que ce soit le juge, que ce soit les éducateurs. Donc j'étais, voilà, j'avais pas le choix, quoi. C'est les adultes qui décident. Et moi, je fais comme je peux. Ouais. T'as compris comme je peux. Ce qu'il disait, c'est que il subit une décision qui lui appartient pas. Il y a presque une idée en fait que j'aime bien, c'est que dans le livre il y a un côté un peu fatalité. Et même il y a un moment précis dans le livre où son regard, la première fois la nuit au foyer, son regard il se transforme, quoi. Ouais. Et du coup il a un regard de quelqu'un qui est résigné, et c'est dur d'être résigné à un aussi petit, quoi. Et en fait comme on peut, ça veut dire ça, c'est-à-dire que tu acceptes la fatalité, tu te résignes, du coup tu fais comme tu peux, c'est-à-dire que tu vas faire avec. Maintenant, en tant qu'adulte, tu as aussi un discours par rapport au foyer où tu dis, quand même, finalement, ça m'a permis de faire plein de trucs que j'aurais jamais fait sans, quoi. Les éducateurs. Mais c'est évident, mais j'aurais peut-être même pas fait ce que je fais aujourd'hui en vrai. Ouais. J'aurais peut-être pas fait des vidéos, j'aurais peut-être pas eu envie d'être comédien. Il y a plein de trucs, en fait, tu sais, c'est comme dans les films américains, là, tu changes
un truc de ta trajectoire et ça te rechange tout. Et moi, aujourd'hui, c'est une richesse qui m'a apporté déjà beaucoup de culture. Parce que je suis sûr que je me serais pas cultivé en restant chez moi, sûr et certain, parce que personne m'avait apporté. Les livres et tout ça. Ouais, c'est ça. Je me suis ouvert, c'est la curiosité, l'envie d'aventure. Tu vois, quand t'es au foyer, même moi, une fugue c'est une aventure. Donc je faisais des fugues toutes les semaines, donc j'avais une aventure toutes les semaines. Et aujourd'hui, j'ai plus trop l'occasion de faire des fugues parce que j'habite chez moi. C'est con de fuguer de chez soi. Donc c'est complètement con de fuguer de chez soi tout seul. Et du coup, les aventures, je me les crée avec mes vidéos, avec mes créations, tu vois. Donc ouais, c'est très important. Je pense que ça a été bénéfique pour moi, vraiment. Et c'était ma question d'après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le recul pour... et je me dis, c'est vraiment bizarre comme question parce que avoir le recul sur sa propre vie, c'est quasi impossible. Mais pour te dire, finalement, c'était une bonne décision tu vois, de l'État français de placer ce gamin dans cette situation-là, dans un foyer. Là, on va parler un peu politique et social et tout. Je pense pas que ce soit une bonne solution dans tous les cas d'enlever un enfant de son foyer quand il est pauvre. C'est pas une raison. Il y a des aides, on peut aider. Donc la raison, moi, elle m'enchante pas trop. Mais en tout cas, ça a été fait. Vaut mieux enlever un enfant quand il se fait maltraiter, quand il n'a pas le choix. Quand il y a eu des enfants avec moi au foyer, voilà. Mais juste parce qu'il est pauvre, l'enlever de sa famille, c'est pas la meilleure des solutions. Mais j'ai subi ça. Mes parents, ça les a soulagés. Moi, ça m'a construit. Donc le recul que j'ai me permet juste de me dire, au final, tant mieux. Au final, tant mieux, j'ai vécu ça. Est-ce que mon enfance, ça aurait été mieux si j'étais pas allé au foyer ? Je pense pas. Est-ce que j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui ? Je pense pas non plus. Donc le recul fait que je me dis, tant mieux finalement. Mais la vraie décision sociale et de juge et d'assistante sociale et tout, d'enlever parce qu'on est pauvre, il y a mieux à faire quand même. Il y a des aides aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'enlève pas parce que les enfants sont pauvres. On essaie de trouver des solutions pour pallier à la pauvreté plutôt que de mettre au foyer direct. Mais bon, ça a été fait, tant mieux. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. À la fin que de Marseille, marronné. Il y a une autre question que j'ai l'impression que. Ah, mais là, tu m'emboucanes. Eh oui, bien sûr, je t'emboucane. Eh oui. Moi, je parle marseillais, frère. T'évoques pas trop est-ce que tu en veux à tes parents ou pas ? Et moi, il y a des moments dans la BD où il y a des moments un peu sombres, où il y a plusieurs pages où on voit ce petit Mohamed là pleurer seul dans sa chambre, il y a des monstres autour de lui et tout ça. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était ça à ces moments-là, quoi. C'est que, oui, tu te demandes, oui, les éducateurs et tout ça, et en même temps, les éducateurs le jugent et... Voilà, est-ce que tu en veux à tes parents ? Est-ce que tes parents, ils auraient pu faire quelque chose pour essayer de te ramener en fait, ouais, en vrai, t'en veux un peu à tes parents, mais quand t'es petit, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en veux pas, c'est normal. Franchement, quand t'es petit, tu te dis putain, mais ils ont le pouvoir de dire je veux récupérer mon enfant, et pourquoi ils le font pas ? Et au final, tu sais, la charge de pauvreté, de galère sociale qu'ils avaient et qui m'ont jamais fait ressentir. C'est-à-dire que moi, quand je demandais une Super Nintendo, ma mère, elle s'endettait sur 3 ans pour m'acheter une Super Nintendo. Et donc je ressentais à aucun moment ça, donc j'avais tout mon amour le week-end et eux ça les soulageait, donc je peux pas leur en vouloir. Je leur en voulais quand j'étais petit, oui, je me disais putain vas-y fais-moi sortir là, c'est bon. Mais en vrai avec le recul non, tu peux pas leur en vouloir. Franchement quand t'es, moi j'ai de la chance, j'essaye de construire une vie familiale où j'aurais pas besoin de faire ça, mais si je me retrouve avec un enfant à la maison sans avoir avec je sais pas moins de 1000 francs par mois pour nourrir tout le monde et étant 5 et tout, au bout d'un moment si cette solution se pose à moi, peut-être que je me dirais j'ai pas le choix. Si cet enfant on veut que cet enfant grandisse normalement, vaut mieux le mettre là-bas. Donc je pourrais jamais leur en vouloir parce que c'est une décision sociale, c'est pas une décision du cœur. Il y a quand même un moment où tu fugues. Je crois que c'est la première qui est racontée dans le livre. Tu dis voilà, je fugue, j'arrive chez moi et en fait tes parents te disent tu vas encore avoir des problèmes. Et j'ai trouvé que c'était assez ça brise le cœur, quoi. On se dit quand même ses parents ils sont séparés de leur enfant. Et puis finalement, il le retrouve à travers une fugue. Et c'est marrant parce qu'à la fois, c'est un conseil très maternel.
attention, tu vas avoir des problèmes. Et à la fois, ça manque un petit peu d'empathie, quoi. Ouais, Tu mais vois. alors, on n'a pas mis dans la BD que quand j'arrivais à la maison, la porte était ouverte, ils étaient contents de me retrouver. Ouais. C'est juste après, ils disaient, mais voilà, il va se faire engueuler, Ouais. on va encore avoir des problèmes, nous. Nous, on va se faire engueuler parce qu'à chaque fois que je prends une fugue, les parents aussi, on les fait chier, les éducateurs les font chier aussi. Donc, il y avait quand même, ce stress de la police. Parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais une fugue, ce qu'on dit pas tout le temps dans le truc, j'en ai fait beaucoup, la police venait. C'est pas, Ouais. c'est pas Ouais. c'est le foyer appelait la police et c'est la police qui tapait à la porte. Ouais. Quand moi, mes parents ouvrent et que c'est la police qui frappe à la porte, pour nous, c'est problème direct. Hmm. Et ramener la police chez soi, peu importe la raison, c'est chiant pour des parents. Donc oui, mais franchement, on le ressent peut-être pas dedans, mais j'ai jamais manqué d'amour, hein, vraiment, de mes Ouais. parents. C'est juste vraiment, c'est la pression sociale qui fait que, au bout d'un moment, t'as pas le choix, quoi. Il y a plein de personnages dans ce foyer et il y en a un qui est intéressant, c'est Eric, le chef. C'est ça que tu disais que j'allais te poser la question sur Eric. Tout le monde parle d'Eric. Mais oui, bah en même temps, il a une sacrée place hein, dans ses personnages. C'est le méchant. Non, mais Eric, c'est quelqu'un qui existe vraiment. Ouais, bah, j'imagine. Donc c'est quelqu'un qui existe vraiment, qui est attention, peut-être quand aujourd'hui, bon, je sais où il est, je sais comment il est plus du tout comme ça et tout. En fait, c'est juste qu'il faisait des conneries de gosse, mais version chef de bande et version 1000. Mais moi aussi j'en ai fait des conneries de gosse avec lui, même si j'étais un petit peu le suiveur en mode pote et tout. Mais c'est pas un malade mental non plus. Bah, il y a quand même un moment où tu dis. C'est lui, il en a rajouté. Tu te rends compte qu'il a pas de limite en fait dans les conneries. Pour de vrai. Et tu dis en fait, ce mec c'est un psychopathe. Et c'est Oui. écrit ça dans. Oui, mais c'est un psychopathe dans le sens, l'expression psychopathe. Tu le mets devant un médecin, Eric, c'est pas le médecin, il lui dit pas on va l'interner. C'est juste Non, que quand oui. on était petit, il y avait toujours des cramés plus que les autres. Et bah Eric c'était un cramé plus que les autres. Moi j'étais cramé, mais lui c'était ok, on fait ça. Mec, viens, il y a le flic là-bas, on lui met une balayette, on part en courant. Non, Eric, oui. Donc voilà, tu vois, c'est toujours il y a un cramé plus cramé que les autres. Et Eric c'était un cramé. Il y avait tout un. Quand tu parlais des parents, etc. Moi, Ouais. je trouve qu'il y avait un sujet, moi aussi, qui me parlait d'ouf dans le livre, c'était la relation avec les potes. Ouais. Et beaucoup ont fait des trucs avec ses potes, on galère ensemble, on s'entraide un peu comme une meute de loups. Et justement, il y avait Eric qui était genre un personnage spécial. Et quand je disais que c'était un psychopathe, c'était plutôt dans le sens. Il y a des gens, comme je disais à un moment, c'est qu'il y a des gens, par exemple, même John, quand il pleure pour de vrai, ses parents lui Ouais. mentent pour de vrai, ils sont en colère. Lui, apparemment, il pleurait jamais. En fait. Oui. Il pleurait pas, donc ça veut dire que quand tu commences à, il était tellement dans un, ça se trouve, du coup je me suis dit, ça se trouve il y a des gamins, ils ont tellement enfoui des trucs, Ouais. ils ont tellement enfoui d'eux qu'à la fin ils ont perdu un sens moral, tu vois. Genre et moi je me suis dit, il y a peut-être des gamins, je voulais du coup évoquer un autre truc, des gamins qui à forcer d'enfouir des trucs, ils deviennent, tu sais, un peu autre chose quoi, Ouais, plus bien sûr. sombrissent quoi, tu vois. Franchement, Eric, c'était pas un psychopathe dans le sens où si tu lui dis non, il tape. C'était pas ça. Ouais. C'est il proposait des trucs de ouf et nous on faisait putain ça craint quand même, vas-y go. Donc on suivait et voilà, c'est parce que c'est comme je t'ai dit, c'est un cramé plus que cramé. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est pour ça que ce personnage y parle, parce qu'on a tous connu un mec Voilà. comme ça, quoi. Un mec effectivement Sans qui a limite. pas de limite, ouais. Et puis effectivement, un mec qui pleure pas, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'un mec, il a pas peur de ses parents, il a pas peur de. Ah ouais, il était au foyer avec moi, ouais. je l'ai jamais vu pleurer, je l'ai jamais vu triste. J'ai toujours vu vénère, drôle. C'est un mec hyper drôle. On le voit, bah si un petit peu dans la BD on le voit, mais c'était un mec trop drôle. Je crois que c'est même influencé le fait que je fasse ce métier aujourd'hui. Ce mec était le Jamel Debbouze avant Jamel Debbouze. Il avait les mêmes expressions, les mêmes machins. Et ouais, après voilà, sur les conneries, il avait pas de limite. C'est vrai que c'est un personnage fort dans la bande dessinée, Ouais. parce que c'est le seul. Il y a pas vraiment d'antagoniste. Donc c'est un peu le seul perso qui fait office de méchant, mais c'est mon pote. Mhm. Donc voilà. Et après on s'est perdu de vue, etc. Ça c'est pour le 2. On en reparlera. Il a aussi, je trouve, un rôle important. C'est que c'est le personnage qui te fait aussi prendre conscience que tu fais des conneries et que des fois ça va trop loin. Et voilà. Et d'ailleurs, alors moi les conneries, il y en a quand même beaucoup qui m'ont fait rire. Toutes sont vraies. Ouais, et c'est pour ça. Mais ça transpire vraiment la vérité. Voilà, la péniche. La péniche, Comment c'est ça vrai. s'est fini cette histoire-là? Ben rien, on a vu Vous la avez- péniche partir sur la Saône, Ouais. et on a regardé, on a fait wow, c'est chaud ce qu'on a fait. Et on a voilà. regardé partir et elle est partie. On a vraiment je sais pas ce qu'elle est devenue. D'accord, tu sais pas. Je sais pas ce qu'elle est devenue cette péniche. Tu Elle l'as a pas lu peut-être dans le cabossé journal, un pont,
Elle a peut-être. Ouais, c'est très très grave. Un truc qui est marrant aussi, c'est que moi, la péniche à la base, j'avais fait un tout petit bateau. Et genre, j'ai dit, oh, putain, vous avez quand même jeté un bateau, un petite péniche sur la scène. Après, il dit, attends, non, c'était pas ce genre de péniche. Après, il me dit, c'était un truc à 6 étages avec du sable et tout. Moi, genre, les mecs. Au début, il me fait un petit bateau un bateau mouche tout petit. Ok. Et j'ai fait non mec, ce qu'on a lâché c'est une péniche, une péniche de chantier. Et c'est une péniche de chantier, c'est-à-dire que c'est les longs trucs qui font la taille d'un immeuble et long. Et on a vraiment détaché sur les bits d'amarrage. Là, on a détaché tout le truc, on la voit partir, on fait. Oh merde. Et là, il l'a bien fait dedans, on l'a fait. Attends, là franchement, je crois qu'on a fait une connerie grave. Très, très, mais tout, on a volé un cheval. Oui. On a volé un cheval. Il y a plein de trucs comme ça où. Ouais, la MJC aussi, tu racontes là. Ouais, la MJC, ouais. Mais la MJC, c'était. Franchement, elle était ouverte. C'était une invitation à prendre des trucs. Et alors, on voit pas trop tout ce qu'il y avait là-dedans. Il y a une télé, vous partez avec une télé avec plein de trucs. Les Fnac aussi, je volais dans les Fnac. J'ai beaucoup volé dans les Fnac, c'est dans la BD. Vrai, c'est dans la BD. Excusez-moi, je rembourse ou pas là en mettant mon livre chez vous? Est-ce que je rembourse un peu? C'est un placement de produit ou... Ouais, vraiment, ça me dérange pas de bosser pour vous. Hein. J'ai volé des jeux Game Boy. Je suis désolé pour la Fnac, mais j'adore ce truc franchement, je me suis fait attraper combien de fois à la Fnac? J'ai fini dans les bureaux en haut. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux pour signer des dédicaces. Donc j'aime beaucoup cette petite vengeance personnelle de la vie où je vous jure, je volerai rien. La Fnac, sachez que j'ai les moyens d'acheter. Je vais m'acheter d'ailleurs un petit livre sur Goscinny là que j'ai vu passer, mais j'en ai rien à foutre, je ne volerai pas. Toi t'es de Lyon, voilà. Et je demande à tout le monde, tous les gens que je reçois, je leur demande c'est quoi leur expression pour dire tarpin bien. Cher. C'est cher. À Lyon, on dit cher bien, c'est cher bien. Et j'en profite parce qu'on est dans un média marseillais. Ouais. Moi j'adore Marseille, notamment grâce au rap. Et j'en profite pour dédicacer. J'avais prévu des questions là-dessus. Tous les rappeurs de Marseille que je kiffe. Que ce soit Yam, Soprano, Alonso, Kenny Arcana qui a fait une chanson qui s'appelle Je me barre. Ouais, YL, dans les nouveaux rappeurs YL, SCH que je kiffe. Marseille, j'adore cette ville grâce aux rappeurs. Pas à cause du foot, on va pas se mentir. Ce que j'allais dire, tu vas moins nous aimer dimanche soir, probablement. Mais j'y vais. C'est la première fois que je vais au Vélodrome. C'est vrai ? Pour vous voir perdre. Non. Ouais, on vous a refilé Rudy Garcia quand même. Hein. Ouais, franchement, ça c'est très très fort. Et j'attends le tifo, il va être incroyable. Ouais, mais non, mais j'adore cette ville de Marseille. Alger 2, j'appelle. Trop beau et j'aime trop. Et l'ambiance, les rappeurs. Moi, je connais cette ville grâce aux rappeurs, vraiment. Et il y a des talents incroyables ici, donc voilà. Ouais. Et t'en parles beaucoup d'ailleurs aussi, on le voit dans la BD. T'as toujours une radio en fait. Ouais, avec du rap. De toute façon, rap. comme on peut, c'est Shuriken. Ouais. Donc, quelque part, cette BD est un peu marseillaise. Et il y a des citations de rap tout le long. Ouais. Tout le long Chaque de chapitre, la BD. c'est une citation de rap et c'était une idée qu'on a eu en commun. Moi, je voulais très tôt mettre du rap et de la pop culture dedans et on a réussi à trouver ces petits trucs pour pouvoir un peu mettre tout ça dedans. Elkim, John Rachid, merci beaucoup. Merci, c'était tarpin bien. Ouais. Et et puis du coup, bon courage pour la signature. Merci beaucoup. Merci.